L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Et j'aimerais, comme c'est le premier discours complet que je fais en cette Chambre, j'aimerais en profiter pour remercier mes concitoyens de Laurier-Sainte-Marie pour la confiance qu'ils m'ont renouvelée. C'est un honneur et un privilège de les représenter et de les servir. Pour revenir au sujet du débat de ce matin, c'est une motion assez intéressante que nous présente le député de Parry Sound, Muskoka, parce que c'est essentiellement une motion disant on devrait continuer la politique précédente du gouvernement conservateur. Et ça, c'est inutile de le dire, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est sous ce gouvernement qu'on a vu une expansion continuelle d'une mission qui avait commencé par aider et aviser et tout ça, qui est passé à des bombardements, qui est passé à la mort d'un militaire canadien au front. Et ça, j'appelle ça, moi, pour utiliser l'expression anglaise, j'appelle ça « boots on the ground ». On a vu aussi sous ce gouvernement-là le premier ministre, par exemple, se moquer des questions quant à la légitimité des bombardements en Syrie, leur légitimité en matière de droit international et se moquer essentiellement du droit international qui est pourtant notre plus grande garantie de sécurité. Et on voit dans la motion aussi des références à l'OTAN et tout ça. Il faut rappeler, il est important de le faire, que les activités de la coalition ne se feront ni sous mandat de l'OTAN, encore moins sous le mandat des Nations unies. Et on a vu, je ne vais pas passer tout mon temps sur ce que le gouvernement précédent a fait, mais qu'il n'y avait pas de stratégie de sortie et surtout qu'il n'y avait pas de plan pour la paix. Il nous reste à voir encore, et on aura des questions là-dessus, quels sont les plans précis du gouvernement libéral. On sait que les bombardements continuent en ce moment. Quand doivent-ils s'arrêter? On nous parle de formation, mais on n'a pas vraiment de détails ni d'échéancier. Et encore là, il nous faudra, comme dans toute action de ce type, avoir plus de détails et il faudrait idéalement, bien que nous ayons à date beaucoup de questions et de doutes quant à l'approche actuelle, avoir un plan de sortie. Nous, alors on aimerait savoir tout ça bientôt. Nous, on a toujours été clairs. On ne voit pas la place du Canada dans cette guerre. Ça ne veut pas dire de rien faire. Oui, il faut lutter contre l'État islamique, il faut lutter contre le terrorisme de manière générale, mais avec des outils adaptés à la situation actuelle. Et il faut répondre aussi à l'urgence. L'aide humanitaire. Bon, effectivement, on va recevoir bon nombre de réfugiés. C'est très bien, c'est excellent, c'est quelque chose que nous, on applaudit. Mais il faut se rendre compte que l'aide aux réfugiés ne répond qu'à une toute petite partie du problème. Il y a 3 millions de déplacés en Irak. Il y a 6,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie. En plus de 4,5 millions de réfugiés syriens dans les pays limitrophes, ce qui crée aussi des situations très difficiles dans ces pays-là. On pense à des pays comme le Liban notamment, où une proportion importante de la population, c'est maintenant des réfugiés. Et on voudrait à tout prix éviter que cette situation-là fragilise ces pays-là, parce que ce qu'on veut éviter, c'est que, appelons ça le chaos, que le chaos s'étende à d'autres pays. À l'intérieur de la Syrie, au-delà des personnes déplacées à l'intérieur du pays, il y a 7 millions de gens qui ont des besoins en aide humanitaire, des besoins importants.
Alors, il est absolument essentiel d'agir sur ce front. Il faut agir en matière d'approvisionnement en eau. Il faut agir dans le domaine de l'éducation, notamment. On ne veut pas une génération perdue. Et là, c'est ce à quoi on fait face. Des enfants qui non seulement sont traumatisés, mais pendant des années ne vont pas avoir eu accès à l'école. Il faut penser dans le futur. Il faut penser comment, quand enfin on réussira à résoudre la situation en Syrie, comment ce pays-là va se rebâtir. Et pour ça, il a besoin d'une jeunesse forte, éduquée et capable de contribuer à l'effort national. Puis évidemment, je ne parle même pas des abris. Ils ont un hiver ici. C'est peut-être pas l'hiver canadien, malgré que même l'hiver canadien change, mais ils ont un hiver, ils ont besoin de soins médicaux. Il y a énormément à faire. Et cette aide humanitaire-là, elle est absolument essentielle. Elle est essentielle au nom de notre humanité, au nom de notre devoir de solidarité, mais elle est essentielle aussi au titre de la lutte contre le groupe armé État islamique. Parce qu'il faut bien s'en rendre compte, Madame la Présidente, c'est pas une guerre traditionnelle. Et c'est pour ça que quand j'entends les réponses qui vont tous dans l'axe de la guerre traditionnelle, « Oh, c'est l'ennemi, on va les bombarder » et tout ça, je trouve que c'est vraiment une réaction, une philosophie, une approche qui date du siècle dernier, en fait, je pourrais dire du millénaire dernier. Ce à quoi on fait face en ce moment, c'est une guerre de propagande. Et dans cette guerre de propagande, il est essentiel de gagner les cœurs et les esprits. Il y a eu des attentats fort malheureux un peu partout à travers le monde. Si on prend comme exemple les attentats à Paris, je suis désolée, Madame la Présidente, c'était des gens nés, élevés en France, ça a été planifié en Belgique, c'était des gens qui étaient inspirés par une colère, un ressentiment, inspirés par le groupe armé État islamique, mais inspirés par leurs idées. Et c'est ces idées-là qu'il faut combattre. Et malheureusement, souvent, quand on bombarde, j'ai parlé à beaucoup d'organismes humanitaires qui sont sur le terrain, des gens de passage au Canada, aussi quand moi-même je suis allée visiter un camp de réfugiés, et ils m'ont tous souligné d'abord comment ça compliquait leur travail et comment ça créait de la confusion au sein de la population. Même les gens qu'ils aidaient disaient « On ne comprend pas, vous nous aidez, mais vous nous bombardez », parce que les gens ne font pas forcément la différence. Et on sait que dans ce type d'action-là, il y a souvent, malheureusement, ce qu'on appelle des dommages collatéraux, disons, des bavures d'une forme ou d'une autre. Donc ça, c'est absolument essentiel. C'est pour ça que l'aide humanitaire est un outil dans la guerre, au-delà de ce qu'on doit faire par dignité et par solidarité. Et ça peut aider aussi à prévenir la radicalisation dans toute la région. Et ça, c'est une autre des actions absolument essentielles qu'on doit faire. Essentiellement, ce qu'il faut, c'est couper les vivres au groupe armé État islamique, leur couper les ressources en personne, et ça va par combattre la radicalisation ici, là-bas et ailleurs. Dans les camps de réfugiés autour de la République centrafricaine servent maintenant de terrain de recrutement pour de nouveaux djihadistes. Le Canada ne donne plus à UNRWA, qui ne peut plus financer les écoles pour les jeunes Palestiniens et qui, à ce moment-là, ont moins d'avenir, sont moins occupés et tout ça. Il faut travailler sur ces enjeux-là pour combattre la radicalisation dans toutes les régions du monde. Il faut aussi combattre la radicalisation chez nous. Et ça ne peut se faire qu'en travaillant avec les communautés. Il faut aussi, si on veut leur couper les vivres, stopper le flot d'armes. Et j'ai eu l'occasion de demander un peu plus tôt aujourd'hui si le Canada allait enfin signer et ratifier le traité sur le commerce des armes, qui est un outil essentiel. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse là-dessus.
mais j'espère bien et j'encourage le nouveau gouvernement à procéder le plus rapidement possible sur cet enjeu absolument essentiel. Il faut aussi stopper le flot d'argent. Et les flots de financement sont divers. On le sait, il y a des financements privés, il y a du financement via le pétrole, et on me dira, oui, mais on peut bombarder les installations pétrolières. On peut aussi assurer une meilleure surveillance des frontières, du trafic de pétrole. On sait qu'il y a aussi du trafic d'objets d'art et tout ça. Il y a toute la question des otages. Il y a plusieurs outils, et ça, on a un mandat très clair des Nations unies pour travailler là-dessus ensemble. Et moi, j'aimerais beaucoup, j'ai vu le président français dire qu'il fallait commencer à travailler sur cet enjeu-là de manière plus sérieuse. J'aimerais beaucoup voir le Canada prendre un leadership sur ces dossiers-là. Et ce qu'il faut par-dessus tout, c'est trouver un chemin vers la paix. On le sait, le groupe armé État islamique a réussi à s'implanter en Syrie à cause du chaos qui existe là-bas. Il a réussi à être en Irak à cause des problèmes de gouvernance et d'exclusion qui les ont aidés à recruter une partie de la population contre l'autre. Et ça, c'est des problèmes fondamentaux là, et je le répète aussi, ailleurs. On a parlé beaucoup de prévention. Il faut commencer à regarder ailleurs où ce type de situation-là existe. On sait ce qui se passe en Libye en ce moment, et travailler sur ce qui nourrit ces groupes terroristes. Alors, il nous faut une solution politique en Syrie. Comme disait Dominique de Villepin, ex-ministre des Affaires étrangères de la France, il dit « faut utiliser les outils de la paix ». Parce que, à date, tout ce qu'on a vu avec nos bombardements ailleurs, avec nos interventions en Irak, c'est que la guerre nourrit la guerre. Alors, essayons donc une approche nouvelle au vu du peu de succès des approches qu'on a utilisées dans le passé, et utilisons au maximum les outils de la paix. Donc, il faut trouver une solution politique en Syrie. Encore là, j'espère que le nouveau gouvernement travaillera de concert avec nos alliés dans les discussions qui ont lieu en ce moment et essaiera d'apporter sa contribution. Je sais que malheureusement, la capacité du Canada à contribuer à des négociations de ce type a été largement diminuée à cause des politiques du gouvernement conservateur. Mais bon, il faut, je pense, se remettre à la tâche. Il faut bâtir la gouvernance en Irak, c'est aussi absolument essentiel. Et comme je le disais, il faut travailler à la promotion de la démocratie partout dans le monde. Je sais que ça a l'air de travailler sur le long terme, ça a l'air un peu rêveur, mais sauf qu'il faut se rendre à la réalité, Madame la Présidente. Les moyens qu'on a utilisés à date pour faire face à ce type de défi n'ont pas marché. Alors, essayons-en d'autres. Et je suis tentée de reprendre les mots de Ban Ki-moon, qui a dit, et pour moi, c'est la citation qui résume absolument tout. Alors, Ban Ki-moon a dit, « À long terme, la plus grande menace pour les terroristes, ce n'est pas le pouvoir des bombes, c'est une politique d'inclusion. » Et c'est des mots que j'ose prendre à mon compte. Et on voit que certains leaders politiques, notamment chez nos voisins du Sud, eux, ont décidé d'adopter une politique plus d'exclusion.
Mais ça, c'est jouer le jeu des terroristes et c'est ça qu'il faut éviter de faire. D'ailleurs, même sur les bombardements, plusieurs analystes disaient cette réaction spontanée là, qui sort des tripes, ah, on va aller bombarder, ça joue aussi le jeu des terroristes et c'est ce qu'ils voulaient. Alors, Madame la Présidente, c'est sûr que quand on voit des horreurs comme ce qui est accompli par le groupe armé État islamique, mais ce qui a été accompli aussi par le régime de Bachar el-Assad, et je trouve ça frappant que, si je ne m'abuse, il n'y a aucune mention de ça dans la motion présentée par mon collègue de Parry Sound, Muskoka. C'est sûr que la première réaction, c'est une réaction violente, agressive, guerrière. Sauf que rappelons-nous les mots de Ban Ki-moon et essayons de développer des approches plus adaptées et plus approfondies. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bravo.